tellement peur en fait. J'ai tellement peur parce que je me reconnais pas, ni physiquement, ni mentalement. Je me reconnais pas du tout. Et ça me fait paniquer en fait. Ça me fait paniquer. Alors j'essaye de lâcher prise, de me dire qu'il faut que je vive ça, que ça va aller, mais j'y arrive plus, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je sais pas comment on peut m'aider, je sais pas qui peut m'aider. C'est compliqué. Salut. Ah, j'ai déjà envie de pleurer. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Vidéo assez particulière aujourd'hui. Voilà, on va enfin aborder le sujet qui me tenait énormément à cœur et qui pourtant pour lequel j'ai encore du mal à en parler, mais je pense que c'est le bon moment, c'est nécessaire et c'est maintenant quoi. Et c'est ça qui est difficile je pense pour moi comme exercice. Donc je sais que tu sauras être bienveillant envers moi. Je vais aborder certaines choses qui sont assez perso. C'est assez bizarre d'ailleurs de parler de ça sur internet. Je t'avouerai que je me suis jamais dit qu'un jour, tiens, j'allais parler de ma santé mentale sur internet et que potentiellement des personnes que je ne connaissais pas allaient pouvoir avoir accès finalement à mon moi intérieur. Donc c'est pas évident, mais ça y est, je me lance et je t'avoue que je suis un peu stressée. Il y a moyen que je pleure dans cette vidéo. J'ai déjà envie de pleurer, la vérité. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et encore une fois, je veux pas de pitié, ok. C'est juste que je suis sensible et qu'il faut que ça sorte. Donc, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de faire le moins de montage possible pour être finalement la plus transparente ou plutôt la plus spontanée dans tout ce que je vais te raconter. Donc, c'est parti. J'ai découpé cette vidéo en 4 parties. Oui, j'ai tout écrit. Hein. J'ai tout écrit parce que je me suis dit que sur le coup de l'émotion, il y a moyen que, que j'oublie des choses essentielles dont je voulais te parler. Donc j'ai tout écrit et donc j'ai découpé cette vidéo en 4 parties. On va parler de ma santé mentale avant mon sevrage, pendant mon sevrage, après mon sevrage et enfin je terminerai par comment je vois l'avenir et un peu ce que j'ai appris de tout ça. Avant mon sevrage, donc j'avais de l'eczéma uniquement sur les mains. Au début c'était un peu compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'eczéma sur les mains et mentalement en fait j'étais un peu fatiguée de chercher continuellement des solutions qui ne fonctionnaient pas. J'ai fait de l'homéopathie, j'ai vu une hypnothérapeute, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des tests allergiques, j'ai également fait de la gémothérapie, j'ai fait énormément de choses pour essayer de comprendre et de trouver une solution et je n'en trouvais pas. Donc j'ai fini un peu par me résigner en me disant que j'aurais de l'eczéma sur mes mains toute la vie. Et petit à petit finalement, c'est un peu comme tout je pense, il y a des choses qu'on finit par accepter et j'ai fini par accepter le regard des autres sur mes mains. J'ai un exemple très flagrant qui est quand je prenais le métro, tout simplement de mettre la main sur la barre de métro. Au début, je ne pouvais pas. Je mettais toujours des gants ou alors je cachais mes mains. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je m'en fichais. De toute façon, j'avais ça, tout le monde le voyait et de toute façon, on ne peut pas éviter le regard des gens. Donc, en fait, j'ai totalement assumé le regard des gens vis-à-vis de mes mains. Alors, ça n'empêche que ça n'enlevait pas la douleur physique que je pouvais ressentir, mais psychologiquement, finalement, au fur et à mesure que j'allais accepter, ça allait quand même relativement mieux. Quand j'ai découvert la fameuse addiction à la cortisone et que j'ai lu du coup énormément de témoignages, je me suis abonnée à des pages Facebook où finalement je pouvais comprendre certaines choses vis-à-vis de la cortisone et de cette dépendance-là, il y a 2 sentiments qui ont émergé au fond de moi. Première chose, de la peur. De la peur parce que je voyais à quel point il y avait une détresse psychologique et physique chez ces personnes qui étaient actuellement en plein sevrage. Mais le deuxième sentiment, ça a été un sentiment d'espoir. De me dire, waouh, mais il y en a, ils en sont sortis. Alors, ça me faisait flipper parce que je lisais les témoignages et pour certains, c'était au bout de 3 ans de sevrage, 5 ans de sevrage. Et je me suis dit, ah ouais, donc clairement, t'es parti pour en chier autant d'années. Et j'ai eu peur et je me suis posé énormément de questions. Voilà, là c'était vraiment toute ma santé mentale, on va dire, avant ma prise de décision de faire ce sevrage à la cortisone. Là maintenant, du coup, je vais te parler de la partie la plus difficile pour moi, qui est du coup ma santé mentale pendant le sevrage de la cortisone. Ça va être la partie la plus difficile parce que je t'avouerai que ça refait encore remonter chez moi des émotions qui sont difficiles. Mais c'est pas grave, je vais le faire, je vais y arriver et je veux juste que tu comprennes. Et en fait, mon message, c'est que les gens puissent comprendre que finalement, la maladie de peau, ça détruit, pas que physiquement, mais intérieurement, encore plus, je pense. Et bref, allez, on va y arriver.
Merde. Putain. Comme tu le sais, j'ai tenté une première fois un sevrage que je n'ai pas réussi, ou du moins pour lequel je ne suis pas allée au bout, dans le sens où en fait quand j'ai commencé ce sevrage-là, j'ai du coup ce sentiment de peur qui est ressorti x 10 parce que d'un coup j'ai eu de l'eczéma sur les mains comme jamais j'en avais eu, et surtout ça a touché un élément hyper dur, je pense pour moi psychologiquement, ça a été le visage. Ce début de sevrage-là, c'est arrivé relativement vite, les poussées d'eczéma, parce que j'en ai eu d'un coup au niveau de la moustache. Et là, pour moi, c'était un sentiment qui était impensable. C'était impensable que je puisse en avoir sur le visage, alors que c'était déjà dur à assumer sur les mains. Alors je me suis dit, mais punaise, il va falloir que je l'assume sur le visage. C'était hyper dur. Petite anecdote d'ailleurs, ce sevrage-là, je l'ai commencé quelques jours ou une semaine, je crois, avant de partir en week-end avec mes copines. Et je me souviens que pendant ce week-end avec mes copines, j'avais l'impression de passer pour la meuf chiante parce que... Et je sais que non, mais... Pardon. Parce que typiquement, il y avait certains types de lumière que je pouvais pas recevoir sur mon visage parce que j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Et en fait, j'étais pas bien du tout. Et j'avais mis un putain de masque en mode... Hey, tout va bien en fait, Clem, t'es en week-end avec tes copines, pourquoi ça n'irait pas? Et je me souviens que pendant ce week-end-là, un soir après dîner, je suis montée dans la chambre et j'ai craqué. Et j'ai craqué de nerfs, etc. Et j'ai dit à une copine à moi, mais je pourrais pas tenir en fait, je vais pas y arriver. Et du coup, j'ai fini par mettre de la cortisone ce soir-là. Et c'est là où je te dis que j'ai pas réussi ce premier sevrage. Et c'était difficile pour moi à accepter parce que j'avais l'impression d'être faible, de pas être capable. Alors que j'avais lu tellement de témoignages de gens qui s'accrochaient, je me suis dit, mais Clem, t'es pas courageuse en fait. Donc tu le verras, mais je me suis énormément dévalorisée pendant tous ces sevrages-là. Mais voilà, c'était une petite anecdote. Et bref. Bref, voilà. J'ai raté ce premier sevrage. Mais finalement, en ratant ce premier sevrage-là, si j'avais su que c'était rien ce que j'avais eu par rapport à ce que j'allais avoir en retentant mon sevrage, j'aurais peut-être pas autant paniqué. Parce que mon deuxième sevrage, du coup, que j'ai commencé en février dernier, ça a été, et vraiment je pèse mes mots, hein, mais ça a été la descente aux enfers. Franchement, ça a été la descente aux enfers. Et ça a été ultra dur, ultra difficile. Rien que physiquement, hein, t'as la peau qui brûle, t'as la peau qui sointe en permanence, t'as la peau qui se modifie, tu te couches le soir, tu sais pas dans quel état tu vas te réveiller le lendemain matin. Tu perds énormément de peau aussi, c'est-à-dire que dans ma chambre j'avais l'impression qu'il neigeait toute la nuit quoi. D'ailleurs tu dors plus, enfin moi j'avais énormément de mal à dormir parce que justement tu te grattes tout le temps, t'as chaud, t'as froid, j'avais des changements de température, c'était hyper spécial. Enfin il y a des moments j'en déconnais, je dis on dirait que j'ai la ménopause, mais en fait si c'est ça la ménopause, c'est chaud aussi, franchement. Les changements de température, t'as des bouffées de chaleur, bref. Et c'est surtout qu'en fait, je pensais à ça H24. Et c'est là peut-être aussi mon erreur, c'est que je voulais tellement me rassurer que je lisais tout le temps et tous les jours des témoignages de gens. J'étais accaparée par ça, c'est-à-dire que j'allais tout le temps sur mon portable, je regardais des articles, je regardais en fait des messages d'espoir en me disant non mais là ça fait 3 semaines, mais peut-être qu'en fait ça va se terminer la semaine prochaine mon sevrage. Et en fait c'était devenu une obsession, à tel point que le miroir aussi était devenu une obsession. Mais ça a fini par devenir mon pire ennemi en fait. C'était une obsession parce qu'il fallait que je me regarde tout le temps. Je me scrutais la peau tout le temps en me disant oh, est-ce que là j'en ai? Est-ce que là j'ai pas un début de poussée? Est-ce que ça s'est un peu calmé sur mon visage, etc. En fait, je regardais mais tout le temps. Mais c'était devenu un toc, je pense finalement. C'est-à-dire que je me regardais une fois, je disais ok, alors là j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, ok. 2 minutes après, je recheckais. À croire que la plaque était partie en 2 minutes. Enfin, j'étais devenue complètement folle en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au-delà de la douleur physique que j'allais potentiellement ressentir et que je ressentais déjà, parce qu'au début de mon sevrage, encore une fois, j'avais que les mains et le visage qui étaient impactés, mais j'avais pas encore atteint le stade de tout mon corps en fait. Et j'ai très vite compris que j'allais avoir ce qu'on appelle des douleurs psychologiques et que ma santé mentale allait être énormément impactée
mais je pensais vraiment pas à ce point, vraiment pas. Déjà, il y a un sentiment où tu te sens sale en permanence. Tu as un sentiment de dégoût envers toi-même. Tu te rejettes finalement, tu te trouves moche, tu te trouves hideuse. Tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu as l'impression que tout le monde voit que ça. Que tout le monde est en train de te juger. Le regard des gens, il a été hyper dur. Parce qu'en fait, je pense que 90% des gens que tu croises dans la rue, ils en ont rien à foutre de ta gueule. La vérité, ils te calculent même pas. Mais c'était tellement une obsession que j'avais l'impression que dès qu'on croisait mon regard, on venait en fait de me critiquer, de me dire oh là là, elle est sale, elle est pas belle, etc. Donc c'était pas évident. Mais c'est vraiment, encore une fois, un ressenti vraiment interne. C'est bizarre à expliquer. Je pense qu'il y a que les personnes qui sont en sevrage ou qui ont de l'eczéma qui peuvent comprendre ça, mais tu te sens sale de l'intérieur. C'est vraiment bizarre, mais vraiment tu te sens sale et c'est horrible comme sentiment. Et puis au fur et à mesure de mon sevrage, j'avais l'impression d'être de plus en plus seule. De plus en plus seule dans le sens où autour de moi, je connaissais personne qui était dans le même état que moi. Alors oui, je lisais des témoignages sur Facebook, sur Internet, mais ces personnes, je les connais pas. Et j'avais pas en fait d'éléments de référence ou de comparaison autour de moi. Et d'ailleurs, la chose que je faisais tout le temps aussi, c'est que je scrutais les gens en me disant oh, waouh, mais elle a trop une belle peau. Oh là là, mais ce mec-là, mais il est trop magnifique, il a la peau douce, il a la peau lisse. Mais pourquoi moi en fait? Pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi eux ils ont pas ça? Il y a aussi un sentiment d'injustice qui naît à ce moment-là, alors que ça veut strictement rien dire. Encore une fois, moi et nous d'ailleurs, quand on a de l'eczéma, c'est une maladie qui est visible, ok? Mais on connaît pas le parcours des gens et si ça se trouve, eux ils ont une maladie aussi invisible. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup d'envie en fait vis-à-vis des belles peaux. J'avais aussi ce sentiment un peu de jalousie, on va pas se le cacher, de me dire waouh, mais en fait je rêverais d'avoir la peau de ma copine qui est comme ça, waouh, je rêverais d'avoir la peau de cet inconnu que je viens de croiser. Mais c'était obsessionnel, vraiment obsessionnel. Ce qui a été difficile également pendant ce sevrage-là, au-delà de finalement du regard des autres, qui je pense était encore une fois créé par ma propre pensée, hein, parce que clairement, qui va calculer Clémentine toute la journée? Personne ou pas grand monde. Mais au-delà de ça, ça a été en fait certaines remarques qu'on a pu me faire qui ont été assez violentes. Je vais pas vous le cacher. J'espère que toi, t'en auras jamais si t'es en plein sevrage parce que c'est le genre de remarques qui détruisent un peu. Et d'ailleurs, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai encore énormément de colère au fond de moi vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que je pensais pas que l'humain pouvait être aussi méchant et rabaissant. Voilà, j'étais peut-être un peu naïve, mais je pensais pas que les gens pouvaient être aussi difficiles en fait. Aussi durs. Mais bref, je me suis quand même pris des sales remarques. Du style, je crois que la remarque, la première ça a été mais ça va Clem, te plains pas? Tu pourrais être en fauteuil roulant ou bien être amputé de tes deux jambes. Ah ok. Donc en fait, cette remarque-là, moi, elle m'a fait culpabiliser. Je me suis dit, bah ouais, en fait, t'as raison, tu peux pas te plaindre, tu peux pas te plaindre. C'est juste une maladie de peau, t'es juste en sevrage. En fait, limite, j'étais en train de douter de moi-même et de me dire, mais est-ce que t'en fais pas des caisses? Est-ce que finalement, la douleur que tu ressens, c'est pas juste une douleur qui a été créée de toutes pièces? Donc ça a été une remarque qui a été assez difficile. Et encore une fois, j'ai bien conscience, il y a toujours pire dans la vie. Ok, il y a toujours pire, il y a toujours des gens qui seront dans des situations beaucoup plus critiques que toi. Mais un jour, on m'a dit quelque chose et ça m'a marqué. On m'a dit, mais ce qui est dur pour toi, t'as le droit de l'accepter en fait. Même si à l'échelle du monde, ça peut être considéré comme, je sais pas, un petit problème, et bah t'as le droit d'accepter que ça va pas et que toi ça te pèse. Et je sais pas, moi, demain, je sais pas, une copine qui perd son chat, moi je vais pas le comprendre parce que j'ai pas d'attachement vis-à-vis des chats, vis-à-vis des animaux, mais je vais pas être là, la juger en lui disant, mais ça va, c'est qu'un chat. Bah non, c'est pas qu'un chat, si elle est dans le mal, si elle est en dépression à cause de son chat qui est décédé, et bah je serai là pour elle et en aucun cas je me permettrai de dire te plains pas, c'est juste un animal, ça pourrait être ton grand-père qui est mort. En fait, vous voyez un peu l'élément de comparaison et donc j'ai beaucoup de colère vis-à-vis de ces personnes-là. Mais bon, j'ai appris avec le temps que ça servait pas à grand-chose d'avoir de la colère systématiquement vers ces personnes-là parce que d'une part, je perdais mon énergie et d'autre part, en fait, finalement bah j'ai plus de la peine pour eux. Franchement, j'ai plus de la peine pour eux parce que d'être aussi méchant,
c'est que eux-mêmes doivent avoir des problèmes avec eux-mêmes et je leur souhaite bon courage pour être en paix avec eux-mêmes. Bref. D'autres remarques également, c'est les personnes qui se sentent toujours obligées de te donner un conseil. Ça peut partir d'une démarche hyper bienveillante, hein, bien sûr, j'en suis consciente. Mais quand c'est toute la journée, quand c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent te voir en te disant « Mais t'as testé telle crème? Ah mais tu devrais hydrater. Mais t'es sûr que tu devrais pas mettre des gants? Mais Clémentine, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Eh les gars, stop, ça fait des années que je cherche des solutions. J'ai pas envie de te raconter ma vie et j'ai pas envie de recevoir tes conseils. En fait, je me permettrai jamais de donner un conseil à quelqu'un s'il ne me le demande pas. Et je pense que dans cette société aussi, dans cette société en règle générale d'ailleurs, on oublie d'écouter les gens pour les écouter. En fait, je me rends compte qu'on écoute les gens pour leur répondre quelque chose. Et ça, c'est triste en fait. Également, d'autres remarques, c'est oh là là, mais t'as vu comment tes mains elles s'empirent? Mais t'as vu, t'en as sur le visage. Oh là là, mais t'en as sur les bras maintenant. Juste, ça sert à quoi de me dire ça? Je me suis pas vue ce matin? Je le sais pas, peut-être? Je sais pas. C'est comme tu te réveilles un matin, t'as un bouton sur la joue, tu vois que ça parce que c'est sur ta joue, et on va te dire oh, t'as vu, t'as un bouton sur la joue? Non, je savais pas, merci. Mais écoute, merci de m'en avoir informé. Mais c'est ridicule en fait comme remarque. C'est ridicule et à quoi ça sert encore une fois? Mais je pense vraiment et sincèrement que les personnes qui font ce genre de remarques-là, vous allez pas bien dans votre vie en fait. Et il faudrait peut-être, et je suis désolée, mais là je commence à être méchante peut-être dans mes propos, mais il faudrait peut-être que vous fassiez un travail sur vous-même aussi parce que c'est bien beau d'aller faire chier les autres, d'aller faire chier ceux qui essayent de s'en sortir en pointant toujours leurs problèmes. Mais en fait, regardez-vous en face. Regardez-vous en face également. Et ce que vous dites aux autres, appliquez-le vous à vous-même en fait. Bref, les gens méchants, je comprends pas. Bon, et puis une autre petite remarque, et après on va arrêter là parce que je sens que je vais m'énerver pour rien. C'est du style, oh là là Clémentine, il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose pour tes mains, parce qu'au niveau des relations intimes avec ton copain, ça doit être difficile pour lui. Ok. J'ai pas les mots quand j'entends ce genre de choses. J'ai pas trop les mots. Ok, ça doit être difficile pour lui. Écoutez, voilà. Voilà le genre de remarques. Et en plein sevrage, ou même pas forcément en plein sevrage, quand j'avais de l'eczéma, j'avais déjà eu de genre de remarques comme ça. Mais en plein sevrage, réentendre ce genre de remarques-là, mais en fait, comment vous voulez qu'on s'en sorte psychologiquement? Comme je disais, on a déjà la douleur physique à gérer, on a déjà la douleur psychologique personnelle à gérer, mais si en plus accumulé on a tout ça, franchement c'est difficile. Autre anecdote qui m'a fait aussi prendre conscience que j'étais quand même forte comme fille et que j'avais de la force intérieure, il fallait juste que j'arrive à la sortir et à la faire passer au-delà de ma détresse, on va dire. Ça a été en fait vis-à-vis du travail. Cette année, comme vous le savez, j'ai été du coup enseignante et c'est difficile d'être enseignante, je trouve, quand t'as une maladie de peau parce que toute la journée t'es confrontée à des jeunes. Il y a des moments je me suis dit mais pourquoi je me suis foutue dans cette merde toute seule? Pourquoi en fait j'ai pas juste fait un travail derrière un bureau où finalement j'allais jamais avoir le regard de l'autre. Mais ça m'a permis d'aller finalement au-delà de cette peur du regard des autres. Et d'ailleurs je le dis ici, et peut-être que certains de mes étudiants tomberont sur cette vidéo, mais j'ai eu des étudiants ultra bienveillants et il n'y en a aucun qui s'est permis, si ce n'est une fois, mais ça a été hyper maladroit et j'en veux même pas à cet étudiant-là, mais j'ai toujours eu des étudiants ultra bienveillants qui ne se sont jamais permis de me faire une remarque sur mon eczéma. Mais néanmoins, c'était un calvaire d'aller au travail. C'était un calvaire dans le sens où je m'étais toujours dit, jamais la maladie prendra le dessus au point où je me mettrai en arrêt maladie. Donc en fait, tous les matins, pendant des mois, ou surtout pendant un gros mois plutôt, je me levais et je pleurais à chaudes larmes. Mais vraiment, je pleurais. Je mangeais, je pleurais, je me préparais, je pleurais, je m'habillais, etc. Et en fait, j'ai réussi à trouver un certain talent d'actrice chez moi. Je vais l'appeler comme ça. Parce que dès que je sortais de chez moi, je lui disais Clem, mets ton masque, tu pleures plus, là tu vas au taf, il faut pas qu'on voit tes faiblesses. Et en fait, toute la journée, j'avais mon masque et j'étais grave bien. J'étais là, je souriais. Alors bon, il y a des fois,
je pense que, et ça s'est ressenti, j'étais un peu tendue au travail, mais parce que je pense qu'au bout d'un moment, le masque, tu peux pas l'avoir toute la journée. Et j'avais qu'une envie, des moments, d'ailleurs j'allais aux toilettes, j'avais qu'une envie, c'était de craquer, de pleurer, juste de rentrer chez moi. Mais je me disais non, 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 l'eczéma, le sevrage ne prendra jamais le dessus sur ma vie professionnelle, c'est hors de question. Et en fait, le soir, je rentrais, et puis c'était encore pire. Je rechutais en fait. Quand toute la journée tu mets un masque et que le soir tu rentres, t'enlèves ton masque, et tu repleures, tu repleures, tu repleures, et du coup tu t'endors, tu pleures. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu pleures. Et en fait, c'était compliqué. C'était compliqué, et franchement, je comprends que certaines personnes se mettent en arrêt maladie parce que psychologiquement, ils en peuvent plus, et parce que physiquement aussi, ils en peuvent plus. Parce que j'arrivais à gérer mon eczéma parce que pendant cette période-là, encore une fois, je n'avais pas encore un eczéma généralisé dû au sevrage. Donc il fallait essentiellement que je gère mes mains et mon visage. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, autre anecdote, c'était à peu près au moment où le Premier ministre a annoncé qu'on pouvait enlever les masques au sein des établissements scolaires. Et je me souviens l'avoir gardé, mais je ne le gardais pas pour le Covid. Je le gardais parce que j'avais de l'eczéma autour de la bouche et que je voulais pas que ça se voie. Parce que j'estimais qu'on voyait déjà assez mes mains et que je pourrais pas assumer d'avoir en plus à assumer finalement cet eczéma sur le visage. La seule fois où j'ai dû mettre en arrêt maladie, et d'ailleurs j'étais un peu dégoûtée parce que c'était en pleine période des examens du BTS et j'étais de surveillance. Et j'aurais aimé également pouvoir voir mes étudiants, pouvoir les soutenir, etc. Mais là c'était au-dessus de mes forces parce que je sortais d'une semaine de bataille contre moi. Et c'est surtout que j'avais fait une énorme crise d'allergie sur le visage, que j'avais des œdèmes, etc. Donc c'était... Là j'ai compris que je pouvais pas assumer le regard. Et juste que physiquement, je pouvais même pas sortir de mon lit. Donc là, je vais te parler de la période la plus dure. Psychologiquement, ça a été du coup pendant les vacances de printemps. Où là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Parce que j'avais eu une accalmie de mon eczéma au niveau de mes mains et j'étais grave contente, j'étais là cool, la naturopathie ça fonctionne, ton nouveau régime alimentaire fonctionne, ça y est, ça fait que 2 mois que t'es en sevrage, tout est fini. Et en fait, waouh, j'avais oublié qu'on m'avait prévenu que le sevrage c'est comme ça. Mais je pensais pas aussi violent. À ce moment-là, j'étais partie en vacances chez ma grand-mère en Bretagne et ça a été une semaine compliquée parce que je faisais la gueule tout le temps parce que en fait, je commençais à avoir de l'eczéma dans les bras, sur le torse, sur le ventre. En fait, ça y est, mon sevrage à la cortisone était en train de se généraliser sur tout mon corps. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'en prenais conscience. Et donc, au fur et à mesure, j'étais en train de me terrer dans mon trou, en fait. Au point où il y a un jour, c'était un vendredi matin, je me souviendrai toujours, je me suis réveillée et c'est la première fois de ma vie que je me suis réveillée avec cette sensation de vide intérieur. J'étais vidée. J'étais vidée parce que ça faisait des mois que je pleurais, ça faisait des mois que je me battais contre moi-même, ça faisait des mois que j'essayais de remonter cette putain de pente et qu'en fait à chaque fois je retombais. Et en fait je me suis réveillée et impossible de sortir de mon lit. Mais pas par flemme. Pas par flemme. C'était une détresse au point où j'étais pas là en fait. C'est comme si j'étais morte. Vraiment, c'est comme si il y avait une partie de moi qui était morte et qui était plus là. Et je me souviens que de temps en temps, ma grand-mère et ma mère venaient me voir et j'étais là, non, ça va pas. Non, j'ai envie d'être toute seule, etc. Et en fait, à un moment, il fallait bien que je sorte pour m'alimenter. Et je me suis dit un truc dans ma tête, je me suis dit... En fait, je me suis vue tomber. Je me suis dit, c'est simple, au bout, là, t'as le précipice, soit tu sautes et tu tombes dans ce que je pense était potentiellement la dépression, soit tu te relèves maintenant et t'es forte. Et donc j'ai pris le choix de me relever. Mais attention, hein, c'est pas parce que j'ai pris le choix de me relever que je suis sortie de tout ça, psychologiquement. Mais en tout cas, j'ai pris le choix de me relever. Et donc je suis sortie de ce lit-là.
Mais en fait, j'étais là sans être là. Et c'est trop bizarre parce que plus d'une fois, je me suis dit, et ça c'est vraiment hyper perso ce que je vais te dire, mais plus d'une fois, je me suis dit, oh mais ça ferait quoi si j'étais morte? De toute façon, c'est tellement dur à vivre que autant mourir en fait. Et bref, je me reconnaissais plus du tout psychologiquement. J'étais là, mais elle est où la Clémentine faux folle, la Clémentine rigolote, la Clémentine qui a tout le temps envie de bouger, faire des choses? En fait, elle était morte. Bref, donc là, ça a été vraiment au niveau de la santé mentale la période la plus dure de ma vie. Vraiment la période la plus dure de ma vie. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai été très bien entourée. J'ai été très bien entourée. Alors déjà, et ça c'est pour ça, ça me fait rire quand les gens te disent ce serait bien que tu prennes soin de ta santé. Mais gars, si tu savais qu'en fait je voyais une psychologue depuis des mois, si tu savais que je faisais de l'hypnose depuis des mois, en fait je faisais de l'hypnose et je voyais une psychologue à raison de une fois par semaine pour justement m'aider avant ce sevrage-là, pendant ce sevrage-là et après le sevrage. Donc c'est pour ça en fait, arrêtez de dire qu'on prend pas soin de notre santé alors que derrière on fait énormément de choses. Bref. Donc j'ai été entourée par des thérapeutes qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont aidé aussi à faire une introspection sur moi-même, etc. Mais heureusement que j'ai été entourée aussi par mes proches, par ma famille qui a été là et qui d'ailleurs, quand j'étais vraiment pas bien, j'ai pensé à remettre de la cortisone. Hein. Je pense qu'on y a peut-être tous déjà pensé en plein sevrage. Et, en fait, un jour, j'en parle à ma mère et elle me dit, mais non, oublie pas que tu savais que ça allait être dur, mais oublie pas qu'au bout du tunnel, il y a la lumière et que tu vas y arriver, il faut juste que tu t'accroches. Et je pense qu'en fait, c'est en ayant des personnes autour de vous qui vont vous dire ce genre de phrase qui, inconsciemment, ça va vous aider, en fait. J'ai également eu cette chance d'avoir auprès de moi des amis extraordinaires parce que j'ai des amis qui ne m'ont jamais jugée par rapport à mon eczéma. Et encore heureux parce que c'est des amis, mais voilà, j'ai aussi eu la mauvaise surprise de découvrir des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes envers moi, mais c'est pas grave, on les met de côté ces personnes-là. Mais notamment une copine, Elodie, qui a été vraiment d'un soutien plus, parce qu'il faut savoir que j'en parlais à personne à part à ma famille de ma détresse psychologique. Parce que j'en avais honte, parce que aussi on se dit oh j'ai pas envie de faire chier les gens avec mes problèmes. Et en fait la seule copine à qui j'en parlais c'était à Elodie. Je me souviens pendant cette semaine assez compliquée, je lui ai envoyé des vocaux où j'étais au bout du bout, je l'appelais, j'étais au bout du bout. Et elle a toujours été là pour moi. Et je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Et je l'en remercie encore. Et j'ai également un autre ami qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas juste une plaque d'eczéma, mais que j'étais aussi une personne à part entière et une fille forte. Et qu'il fallait que j'arrive aussi à surmonter tout ça, à dépasser le regard des gens. Et donc du coup, ces deux personnes-là ont été aussi très importantes dans ma santé mentale, on va dire. Parce que quand tu te sens entouré, ça aide, hein, on va pas se le cacher. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à un stade où j'ai plus d'eczéma. Je touche du bois. Je touche du bois. Parce que justement, au niveau de ma santé mentale, j'ai toujours cette peur constante que ça revienne. C'est pour ça que j'ai hésité aussi à faire cette vidéo là, parce que je me suis dit peut-être ça va me porter la poisse, etc. Mais bref. Je me regarde toujours aussi souvent. Tous les matins, je me scrute toujours autant le corps pour encore une fois me rassurer, me dire non c'est bon, aujourd'hui j'en ai pas, bon je peux passer une bonne journée. Mais sauf qu'en fait, dès que j'ai une plaque, ça va ruiner ma journée. Et ça, je sais qu'il faut que j'arrive à travailler dessus parce que je veux pas être dépendante de ça. Ou du moins, je veux pas que mes émotions redeviennent dépendantes de mon état physique. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal à accepter quand je vais pas bien. Parce que je me revois dans cet état de détresse dans lequel j'étais et j'ai peur de retourner dans cet état-là et que peut-être cette fois-ci j'arrive pas à me relever. Donc je sais que tous les jours ne peuvent pas être des jours merveilleux et qu'il y a des jours gris, mais honnêtement, psychologiquement, j'ai du mal à accepter qu'un matin je puisse me réveiller en étant un peu maussade, etc. Mais
Mais ça fait partie du jeu et ça, je sais qu'il faut que j'arrive à l'accepter. En tout cas, spirituellement parlant, je sais que j'avance énormément, que j'ai beaucoup évolué. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est vraiment mon petit jardin secret, mais je sais que finalement, je sais que je suis venue sur cette terre pour vivre cette expérience-là et pour vivre ce traumatisme-là, parce que je considère ça comme un traumatisme hein, finalement. Et je sais que derrière, la vie, elle veut m'apprendre des choses et en fait, j'arrive à être reconnaissante de vivre cet enfer-là, d'avoir vécu cet enfer-là. Bien sûr, là, je te dis ça, il m'a fallu des mois d'introspection pour accepter de dire ça. Hein. Au début, comme tu l'as bien vu, j'en voulais à tout le monde, à la terre entière. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais en fait, non, rien n'arrive par hasard et j'ai compris beaucoup de choses aussi. Comment je vois l'avenir? Déjà, je me suis fait une promesse qui est de ne plus laisser personne me faire de remarques sur mon eczéma. Parce que je me suis énormément écrasée. En fait, je répondais tu fais quelque chose pour toi, Clémentine, pour ton eczéma Ah ouais, j'écoute tes conseils. Non, maintenant j'irai au front et je dirai les choses. Alors, sans agressivité, parce que je pense que l'agressivité ne mène à rien, mais juste en disant écoute, tu ne me connais pas, tu connais pas mon parcours. Je me doute que c'est une démarche bienveillante, mais j'en veux pas de tes conseils. Basta. Je ne veux plus qu'on vienne me faire chier avec mon eczéma. C'est ma vie, ça me regarde. Et voilà. Également, c'est un beau jour où je me suis dit tiens, je vais me lancer sur YouTube. Et je pense que YouTube, depuis un certain temps, c'est un peu aussi ma thérapie de te partager tout ça, de me dire que je partage ça à des inconnus. C'est pas évident hein, quand je me suis lancée, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu une part de ma mission de vie de faire cette sensibilisation. Donc, euh, donc voilà, je suis contente que YouTube fonctionne, que voilà, j'ai certains retours et c'est plaisant parce que si je peux aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes, ce sera déjà merveilleux. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo sur 2 points. Le premier, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à ne pas juger les personnes. On ne connaît pas ce par quoi ils sont passés, ce par quoi ils sont en train de passer. Et une apparence physique, ça veut tout et rien dire. Ok? Donc vraiment, oubliez d'émettre un jugement sur les personnes. C'est nul en fait. Et le second point, c'est que finalement, toute cette expérience m'a fait prendre conscience que j'ai quand même des difficultés à faire confiance à la médecine traditionnelle. Parce que quand tu vois que finalement on te prescrit de la cortisone alors qu'il y a écrit finalement en effet secondaire risque d'accoutumance, donc risque de dépendance, mais ça quand on parle pas de vive voix, et en fait tu te sens un peu bébête et tu te dis mon médecin qui était censé m'aider et me soigner, me protéger, là il l'a pas fait. En fait, il m'a plus mis dans la merde qu'autre chose. Mais après, voilà, je veux pas mettre tous les médecins dans le même lot. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir aussi un peu plus de discernement sur le fait qu'il fallait pas boire toutes les paroles qu'on pouvait nous dire et que c'est pas parce que c'est un médecin qui vous prescrit quelque chose qu'il faut le croire à 100%. Et en tout cas, voilà, je suis contente aussi de réussir par moi-même à peser le pour et le contre de ce qui me convient et de ce qui ne me convient pas. Encore une fois, je n'incrimine pas totalement la médecine traditionnelle parce qu'encore une fois, elle fait d'énormes miracles aussi et encore heureux qu'elle existe. Mais en tout cas, sur ce point-là, sur la cortisone, j'espère sincèrement qu'en France, ça va bouger de plus en plus et qu'on va réussir à trouver des solutions d'apaisement et des solutions qui vont pouvoir aider autrement que par la cortisone les personnes atteintes aussi bien d'eczéma, de psoriasis ou autres maladies de peau qui nécessitent de la cortisone. Voilà, la vidéo est terminée sur la santé mentale. Ça a été riche en émotions. Là, je vous avoue que je suis crevée. Je suis crevée. Là, elle fait 45 minutes, donc je sais pas combien de temps elle va durer au montage. Je vais essayer de quand même réduire certains passages. Mais voilà, j'espère que en tout cas, vous avez pu prendre conscience pour ceux qui ne connaissaient pas l'eczéma, à quel point psychologiquement et physiquement ça pouvait être difficile. Et n'hésitez pas encore une fois à accompagner et à soutenir, rien que par un regard, rien que par un sourire, les personnes que vous rencontrez, qui sont proches de vous ou non, et qui ont des maladies de peau, parce que je vous jure qu'au plus on se sent entouré, en tout cas me concernant, au plus j'étais entourée, au mieux j'étais aussi. Et encore une fois, bon courage à ceux qui sont en plein sevrage. Bon courage parce que je sais dans quelle merde vous pouvez être. Je suis passée par là. Et encore une fois, vous êtes ultra fort. Vous êtes ultra fort parce que prendre cette décision, c'est pas rien. Alors accrochez-vous. Accrochez-vous parce que je vous jure qu'au bout c'est que positif. Et n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles ondes positives et force à vous.
Ciao.